Ok, très bien. On va donc attaquer cet après-midi. On va essayer de respecter un peu le même timing. Parfait. Juste introduire la prochaine présentation. Déjà, JB, merci d'être là. Super. Merci à vous. Et merci, on sait que tu es quelqu'un de très pris et merci pour la disponibilité. Ta disponibilité à chaque fois, le fait que tu participes à toutes ces actions qu'on essaye de mener. Merci beaucoup. Et juste en 2 mots, vous allez vraiment avoir une mise en place en situation réelle d'un travail qui est fait à la fois entre une équipe de recherche et une structure de club professionnel. Et là, du coup, la présentation, je crois, sera partagée par JB, par Patrick, par Benjamin, par Laurent qui fait partie du projet aussi, qui vont présenter les travaux qui sont déjà mis en place à Grenoble, club de Grenoble. C'est parti, je te laisse. Super, merci beaucoup, bonjour, bon début d'après-midi à tous. Merci de m'avoir invité, Julien, je le répète souvent, mais il y a beaucoup de yaka, faucons, ce serait bien qu'on fasse ça dans le sport en France. La Fédé de rugby, elle fait des choses. Et merci pour ça, et merci de m'inviter à partager aujourd'hui. Donc rapidement, mon parcours, je suis professeur en STAPS à l'université de Nice, et je dirige l'axe performance de haut niveau au laboratoire de recherche. Et mon parcours sportif, c'est plutôt football et cyclisme que rugby. Okay, je suis né fin octobre, donc ça y est, j'ai compris ce matin. J'ai compris ce matin pourquoi je suis plus taillé comme un cycliste. Et c'est moi qui commence, comme ça, c'est eux qui géreront les cartons, donc tout va bien. Ça, c'est de l'organisation. Alors, on va parler de suivi individuel des qualités de force, vitesse, puissance, orienté sprint. Donc, je vais vous placer un peu les aspects théoriques, l'hypothèse de recherche qu'on a, et mes collègues de Grenoble vous montreront comment ils nous ont aidés, ils nous aident encore à tester tout ça. Donc l'idée est simple, le principe de base de ce qu'on appelle nous le profil force-vitesse d'un athlète, c'est que, vous le savez tous, un athlète, un joueur de rugby en particulier, n'est pas capable de produire le même niveau de force à toutes les vitesses d'exécution, que ce soit en saut, en sprint, etc. Et que vous preniez n'importe quel sport, la force produite dépend de la vitesse du mouvement. C'est pas nouveau, c'est la physiologie musculaire qui est comme ça. On ne peut pas être à la fois un producteur de force et un producteur de haute vitesse en même temps. Les deux sont systématiquement liés. Et du coup, dans l'analyse d'un athlète, établir ce qu'on appelle son profil force-vitesse ou son spectre force-vitesse, c'est, par exemple en sprint, essayer de quantifier la force qu'il produit à toutes les vitesses possibles. Donc en sprint, c'est simple, c'est du moment où vous partez, vitesse nulle, jusqu'au moment où vous atteignez votre vitesse la plus élevée. Alors j'ai pris les données du meilleur athlète français, qui est le meilleur athlète européen au niveau chronométrique, juste pour vous montrer qu'en fait, dans les starting blocks, la poussée moyenne de cet athlète, si on prend l'axe horizontal de poussée, c'est à peu près l'équivalent de 80 kg de masse. Donc c'est 800 newtons de force. C'est pas très élevé parce qu'il est capable de pousser beaucoup plus fort que ça, mais dans le contexte d'un départ en starting block, il pousse ces 800 newtons déjà à une vitesse qui est quasiment un tiers de sa future Vmax. Donc ça veut dire que l'exercice de start lui-même est beaucoup plus un exercice de vitesse qu'un exercice de force, si on prend par rapport aux normes maximales de l'individu. Et puis à 10 mètres, donc ça c'est des données de plateforme de force collectées à l'INSEP, donc c'est la mesure de référence. À 10 mètres, on a une force qui est encore plus faible, mais qui est appliquée à une vitesse encore plus élevée. Donc pour faire simple, le départ en sprint, donc là je ne parle même pas de la phase d'accélération vers la fin de l'accélération, le tout début du sprint, ce n'est pas tellement un exercice de force, au sens de force maximale, c'est un exercice de force à haute vitesse. Et il y a une chose qui est fondamentale et qu'il faut intégrer, c'est que les meilleurs athlètes en termes de force maximale ne sont pas systématiquement les meilleurs athlètes en termes de force dans d'autres conditions de vitesse. D'accord ? Donc pour maîtriser et pour caractériser un athlète correctement, il faut explorer tout son spectre force-vitesse. Et c'est pour ça qu'on identifie et qu'on mesure ce petit tracé que vous avez ici, qui est un tracé linéaire décroissant. C'est la caractéristique force-vitesse de toutes les forces à toutes les vitesses. C'est un peu la signature de mon athlète ou de mon joueur. Alors si vous voulez faire ça, vous avez deux possibilités. Soit vous allez à Doha ou à Saint-Étienne utiliser le tapis roulant dont on a un peu parlé ce matin avec Anthony. Soit vous allez à l'INSEP ou dans un laboratoire au Japon dans lequel il y a des plateformes de force dans le sol, puisque, vous vous rappelez, il faut mesurer la production de force de l'athlète. Bon, ça en gros c'est impossible, hein. Ça marche bien, mais à l'échelle d'un club, même d'un club de haut niveau, etc., c'est très compliqué à mettre en place. Donc voilà un exemple typique de test de force-vitesse.
Là, à la fin du sprint, j'ai toutes les caractéristiques de force à toutes les vitesses de sprint et j'ai la fameuse signature, le fameux spectre de mon joueur. Alors pour pallier à ce problème d'impossibilité pratique, avec mon ancien étudiant de thèse Pierre Samosino, qui est à l'Université de Savoie, on a mis en place une méthode de calcul qui nous permet de recalculer de façon relativement fiable la force produite par l'athlète en fonction de sa vitesse de course. Et l'énorme avantage de cette méthode qu'on a publiée il y a 2-3 ans maintenant, c'est que les variables d'entrée, c'est-à-dire les choses que vous avez besoin de mesurer pour faire les calculs, sont relativement simples. Vous avez besoin de connaître la masse de l'athlète et vous avez besoin de connaître soit sa vitesse de déplacement lors de l'accélération, soit ses temps de passage sur tous les 10 mètres par exemple. Donc c'est relativement simple. La validité et la reproductibilité, on n'a pas le temps d'aborder ça, mais tous les papiers sont en ligne, vous pouvez aller vérifier ça, c'est relativement élevé au regard de la qualité de l'info qui est délivrée, et surtout au regard des technologies qu'il faudrait alternativement. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est pratique à mettre en place parce que le test ne nécessite qu'un 30 mètres d'accélération, ce qui, normalement, pour un joueur de rugby, peut être quelque chose de faisable et de peu coûteux. 2 mots sur la validation. Donc, on a comparé les équations de calcul de notre méthode avec les valeurs de référence de la plateforme de force de l'INSEP. Et globalement, là, vous avez un exemple typique, mais rassurez-vous, on a fait les stats comme il faut. On était très content de la qualité de l'ajustement de cette méthode. Et ouais, il y a des troisième mi-temps en recherche aussi. Donc, derrière ça, juste une parenthèse, un collègue espagnol est venu en nous disant, mais voilà, si ce qu'il faut, c'est les temps de passage lors d'une accélération, peut-être qu'en filmant l'athlète avec une assez haute fréquence d'analyse, on pourrait faire ce que Étienne Jules Marais faisait il y a plus d'un siècle, c'est-à-dire repérer la position dans le temps de l'athlète et ainsi calculer ses temps de passage et recalculer les choses avec votre méthode. Donc nous, on lui a dit, ben ouais, pourquoi pas, théoriquement ça marche. Lui, il a montré que ça marchait et il a inclus ça dans une application pour iPhone et iPad qui s'appelle MySprint, avec laquelle j'ai aucun lien financier, hein, soyez rassurés là-dessus, mais qui, et là je m'engage là-dessus, quand elle est utilisée correctement, donne des résultats extrêmement fiables, extrêmement reproductibles. Donc ça veut dire qu'on est descendu d'une plateforme de force ou d'un système de tapis instrumenté où il y en a 2 dans le monde, jusqu'à un niveau d'analyse qui peut être précis avec des outils relativement accessibles. On a même mis en ligne des feuilles Excel qui permettent à tout le monde, gratuitement et librement, de faire les calculs. On ne voulait pas que la limite d'utilisation de notre méthode soit une limite de calcul. Donc on a mis tout ça disponible. Alors à quoi ça sert? Ça sert par exemple à voir qu'en rugby, vous avez ici des données de joueurs de rugby. Vous pouvez avoir des joueurs qui ont la même performance sur un 20 mètres, 3,45, 3,43, la même puissance maximale, mais donc si vous arrêtez à l'analyse de ces joueurs-là, vous allez dire ces 2 joueurs-là en sprint, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. C'est comme mesurer la hauteur de saut, vous faites une énorme erreur parce que c'est un mauvais indicateur de ce qui compose cette performance. Et là, vous le voyez ici, le profil force-vitesse des 2 joueurs est très différent côté force maximale et la décroissance de force avec la vitesse est aussi très différente. Ce qui veut dire que ces 2 joueurs-là ont des spectres force-vitesse différents, là où leur performance sur un test de sprint ou leur puissance va être égale. Donc toute notre approche qu'on développe dans nos recherches actuelles, c'est utiliser ça pour mieux individualiser la prépa, c'est-à-dire que de notre point de vue, ces 2 joueurs ne devraient pas être préparés pareil si on veut que les 2 s'améliorent. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je pourrais en parler plusieurs heures, mais on a essayé aussi d'utiliser ça dans le process de prévention et de rééducation post-blessure. Un exemple de rééducation post-blessure, si je connais le spectre de mon joueur à un moment donné et que malheureusement il se fait un croisé, un ce que vous voulez et qu'il revient à la pratique, pour moi ça, c'est l'information clé en or de son retour à la pratique. Parce que c'est mieux à mon avis que la force d'un de ses muscles ou d'un de ses groupes musculaires, c'est en fait sa force dans la situation de sprint. Donc là l'idée c'est que je vais vous montrer comment on utilise ça dans le process de réhabilitation ou de prévention par rapport aux lésions ischio. La diapo que je vous présente là, c'est une diapo de synthèse. Tous les arguments que je vais lister sont appuyés par de la littérature. Vous me faites confiance là-dessus, je ne vais pas détailler les choses. Mais c'est une hypothèse, et c'est l'hypothèse qu'on est en train de tester. Alors d'où ça vient cette hypothèse-là? Premièrement, vous le savez, suite à une lésion ischio-jambier, on a un déficit de force sur le groupe musculaire lésé, même au retour à la pratique, même plusieurs semaines après. Et on observe aussi ce déficit de force lors du sprint. C'est-à-dire que l'athlète, la force horizontale qu'il produit lors du sprint après lésion ischio, reste impactée. On l'a clairement observé, notamment chez des footballeurs et rugbymen. Et du coup, notre hypothèse, c'est de dire, est-ce que en amont d'une lésion ischio, c'est-à-dire qu'un ischio, quand il lâche, c'est jamais parce qu'il était de mauvaise humeur le matin, c'est toujours
une historique, c'est multifactoriel, il s'est passé beaucoup de choses. Mais nous, notre hypothèse, c'est de dire si ce beaucoup de choses se traduit par une baisse de la production de force lors du sprint chez l'athlète, peut-être que, c'est là qu'il y a une énorme hypothèse, hein, on est d'accord, peut-être que c'est en lien avec une future lésion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on pose cette question-là qui est en gris, qui est la question opposée à celle du dessus. C'est-à-dire, est-ce que si quand je cours, mes ischios commençant à dysfonctionner, j'applique moins de force horizontale sur le sol, est-ce que ça peut traduire l'arrivée imminente d'une blessure? C'est pas basé sur un coup de tête, hein, c'est basé sur le fait qu'on a eu des cas d'études sur un joueur par-ci, un joueur par-là, où ça s'est passé comme ça. Et bien sûr, la recherche, son but, c'est de passer du cas d'étude à une loi générale. Parce que si le cas d'étude est une exception, on passe à autre chose. Donc pour vérifier ça, vous avez compris ce qu'il faut faire. Il faut faire des suivis de cohortes dans lesquels on va suivre à la fois l'évolution du profil force-vitesse et l'évolution des lésions aux ischio-jambiers. Et donc il faut du temps et il faut des gens qui collaborent. Donc on a mis ça en place lors d'une étude avec des footballeurs au Japon. On a testé une centaine de joueurs 5 fois dans une saison. On a mis ça en place cette année avec l'OGC Nice Football. Et on a mis ça en place cette année avec les collègues de Grenoble. Vous allez voir un peu ce qu'ils ont fait. Donc là, l'idée est simple. 5 mesures dans la saison, pré-saison puis au fil de la saison. Et collecte des données par les médecins de toutes les blessures, pas que les lésions ischio, tout ce qui s'est passé chez le joueur. Et après, en fait, on remplit les disques durs et on va essayer de prendre du recul et de voir s'il y a des liens prospectifs entre les choses. Alors, je ne vous donne pas le résultat tout de suite parce qu'on est en plein dedans, on est en train de mener ce suivi sur plusieurs saisons. Les deux questions sont, est-ce que le profil est lié au risque de blessure et est-ce qu'on peut le considérer comme une clé dans le process de prévention? Pour moi, on peut déjà le considérer comme une clé dans le process de rééducation, c'est clair. La question c'est, est-ce qu'on peut aussi le faire en prévention? Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur tout ça, j'ai fait une conf au Congrès international sur les blessures du CIO l'an dernier à Monaco et je l'ai enregistré sur YouTube en anglais et en français. Donc là, ça dure 50 minutes, vous avez tout ça en hyper détail. Je veux remercier les gens qui vont prendre la parole parce que sous la houlette de Laurent Butafogui, ils ont accepté dès le début de la saison dernière de faire ce suivi rigoureusement. Ils l'ont fait rigoureusement. Et alors bien sûr, hein, on est d'accord, hein, c'est pas ça qui les a fait monter en top 14. Hein, mais je suis très content qu'ils soient montés en top 14, notamment parce que ça montre que concrètement, ce suivi qui parfois paraît lourd, faire sprinter les mecs tous les 2 mois, mais en fait c'est possible et apparemment ça n'altère pas dramatiquement la performance des joueurs. Je leur laisse la parole là-dessus. Merci. Bon, bonjour à tous. Pour nous présenter rapidement, moi c'est Benjamin, Patrick. On est, on est 2 préparateurs physiques du FC Grenoble Rugby. Ça faisait pas mal d'années qu'on suivait les recherches de JB, notamment sur le sprint. Et depuis la saison dernière, on a eu la chance de pouvoir construire un peu ce partenariat avec lui. Et donc on est parti sur ce protocole qui vous a expliqué, qui est assez simple. On a mis en place au cours de la saison sur les effectifs professionnels, donc niveau Pro D2 et Espoir, des tests. La méthode elle est très simple, hein. Un test MySprint, qui vous expliquait assez clairement, tous les 2 mois, 5 fois dans la saison, sachant que chaque joueur doit passer 2 fois le test, on va faire 2 fois une course de 30 mètres à vitesse la plus élevée possible. Et également un test de MySprint à la fin de chaque période de réathlétisation, qu'on soit blessé sur le haut du corps ou sur le bas du corps. Parce qu'on a vu qu'une blessure sur le haut du corps impliquait également des modifications du profil du joueur. Donc voilà, la méthode elle est assez simple. Et en fait, ce qu'on attendait de ça, moi en tant qu'entraîneur préparateur physique en charge de la vitesse, j'avais envie de comprendre un petit peu plus précisément ce qui se passait au niveau de mes joueurs. Et surtout, pour les préparateurs physiques qui sont dans la salle maintenant, on comprend bien qu'en saison, on a des joueurs qui ont des très fortes pressions de match, ça joue presque tous les week-ends, il y a très peu de récupération. On ne peut pas se permettre de taper un petit peu au hasard quand on prévoit une séance de vitesse pour les gars. C'est un petit peu un exemple imagé. C'est comme si j'avais une cible à toucher au bout de la salle. J'ai un fusil chevrotine, je tire, je vais avoir un spectre énorme, peut-être que je vais toucher la cible, mais je ne suis pas sûr. Avec ces données MySprint, j'avais envie de changer ma chevrotine par un fusil sniper.
et d'être quasiment sûr, si je fais quelque chose, poum, de toucher la cible que j'avais envie d'atteindre. Donc pour ça, je vous ai fait 2 diapos où on va essayer de comprendre de façon assez simple ce que ces tests MySprint m'ont permis de trouver dans le profil de mes joueurs. Donc là, ce premier diapo, j'ai 3 joueurs différents pour qui les tests sur 30 mètres sont quasiment identiques. Donc là, avec l'exemple que je viens de donner, je me dirais, bon, bah, ces mecs, ils ont le même temps sur 30 mètres, je vais les entraîner de façon identique. Et en fait, grâce à ces tests MySprint, on peut voir qu'ils ont des profils force-vitesse totalement différents. Ils s'organisent de façon différente. Le premier, on voit qu'il a une très bonne F0, c'est-à-dire qu'il est capable de développer beaucoup de force sur le début de sa course, mais qu'il a une V0, donc une vitesse, en gros une vitesse max, qui est plus faible par rapport à celle des autres. Le joueur numéro 2, c'est l'inverse. Il a une faible F0, et par contre, il est capable de produire énormément de vitesse. Sur ces 2 joueurs-là, les stratégies d'entraînement vont être totalement différentes. Et ça fait que je sais que la séance que je vais lui proposer répondra exactement à ses attentes, et donc je vais pouvoir développer ses qualités de vitesse de façon la plus optimale possible, sans perdre de temps, quoi. Toujours dans cette idée d'être le plus efficient possible, efficacité et rendement. Le joueur numéro 3, lui, eh ben, c'est un petit peu un hybride entre ces deux-là. Il a un profil assez équilibré, donc pour lui, eh ben, je pourrais jouer un petit peu plus sur sa qualité d'accélération et sur sa qualité de vitesse. Là, quelque chose de différent, maintenant, c'est le même joueur à deux périodes différentes. Donc là, au mois d'août, et là, au mois de novembre. Et en fait, entre ces 2 tests, on a mis en place un protocole où il a fait beaucoup de courses avec résistance, de chariot lesté. D'accord ? Donc, si après ces 2 mois de travail, je l'avais retesté sur 30 mètres, je me serais dit, bon, bah, il s'est rien passé, quoi. Dommage, on a bien bossé, et pourtant le mec, il n'a pas évolué. Et en fait, quand je regarde son profil force-vitesse, là, il s'est passé quelque chose. Sur ce cas-là, c'est un ailier. J'avais une demande des coachs d'améliorer sa capacité de franchissement. Et à force de réflexion, on a compris que sa capacité de franchissement, elle était directement liée à sa puissance max, à la puissance qu'il était capable de développer. Sa puissance max, c'est sa masse, comment il est capable d'accélérer sa masse. D'accord ? Et là, on se rend compte que grâce à ce protocole de 2 mois de course avec chariot, eh ben, j'ai augmenté sa V0, il a gardé la même masse, donc il a augmenté sa puissance max. Donc il a amélioré sa capacité de franchissement, donc je veux dire que j'ai répondu à l'attente du coach par rapport à ce qu'il voulait que je fasse de ce joueur. Tout ça sans ces tests MySprint qui sont assez simples à mettre en place, eh ben, j'aurais été dans un espèce de brouillard, j'aurais pas trop su où j'évolue. Alors que là, j'avais des données assez claires, il y a pas mal de chiffres, mais au final, c'est simple. J'espère que j'ai été assez simple dans mes propos pour comprendre que là, au niveau de l'entraînement, il y a vraiment quelque chose de plus à apporter. Maintenant, c'est Pat qui va prendre le relais. Donc on parlait tout à l'heure, on a fait donc le suivi sur l'année, on avait un postulat de départ au niveau des blessures, notamment aux ischios. On pensait que la force influençait, quand la force de départ était faible, il y avait un risque de blessure aux ischios, et encore plus si on avait une Vmax qui était élevée. Donc là on a 3 joueurs différents, et ils se sont tous blessés aux ischios. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la dernière ligne, c'est la moyenne de tout notre groupe. Et quand on regarde ces 3 joueurs qui se sont blessés aux ischios, on voit clairement que leur F0, leur force au départ, est très faible par rapport à la moyenne du groupe. A l'inverse, leur vitesse max est plus élevée que la moyenne du groupe. Et ils se sont blessés aux ischios, ça allait sur le postulat de départ. Donc pour nous, c'était super intéressant de voir ça. Parce qu'évidemment, sur la prévention, on se dit qu'il va falloir bosser sur la F0, sur la force de départ. Alors là, c'est un petit peu différent. Vous avez 3 tests pour un même joueur. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'évolution du joueur dans l'année. Donc là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a 3 tests. Là, il n'est pas blessé. Là, il n'est pas blessé.
et là c'est son retour de blessure. Donc pareil, c'est un joueur qui avait une F0 qui était faible. Nous on s'est entraîné, vous avez vu que l'entraîneur de vitesse a fait un travail de chariot, donc on en voit bien l'influence parce que la F0 est montée, mais la F0 est encore bien en dessous de la moyenne du groupe. Donc il s'est amélioré, mais il est encore faible au niveau du démarrage. Et dans la saison, il s'est blessé. Donc là, vous voyez, on est en novembre. On va le réentraîner, on va faire sa réhabilitation. On va axer beaucoup la réhabilitation sur la vitesse, mais on va peut-être en reparler après. Et forcément, avec beaucoup de chariot, avec beaucoup de l'entraînement sur les accélérations. Et on voit qu'après l'entraînement, donc après son process de réhabilitation, la F0 a vraiment augmenté. On peut aussi noter que sa performance est les meilleure. Il court plus vite que quand il était en saison. Donc pour nous, la réhabilitation, c'est un succès, à la fois sur la perf, mais à la fois sur la limite du risque sur les ischios. On peut noter aussi que là, on est en février, mais il n'a pas eu de problème d'ischio après. Donc la saison a fini en mai et on a eu 0 problème après. Donc on pourrait penser, nous on s'est dit, c'est super, on a le prédicteur de la blessure sur les ischios, on a tout compris, on a notre facteur, c'est comme ça. Donc ça a marché à chaque fois, sauf, il faut quand même le montrer sur un joueur. Donc sur ce joueur-là, on voit que lui, il a une F0 qui est super. Par rapport à notre groupe, je ne vous le cache pas, c'est un des kings, c'est l'un des meilleurs. Mais il s'est blessé aux ischios. Donc on voulait juste vous dire qu'il semble que c'est primordial la force de départ. Et vraiment, on a eu 7 blessures aux ischios, il y en a 6, ils sont exactement dans ce cas-là. Mais il y a quand même, apparemment, c'est multifactoriel. Ça veut dire que c'est primordial, mais il n'y a pas que ça. Donc il faut quand même le noter pour que ça, sur notre réflexion, on comprenne bien que ces problèmes-là, ils sont multifactoriels. Donc nous, à noter sur ce joueur, parce qu'on s'est évidemment, là on est entre coach, on a réfléchi, on fait ouais, qu'est-ce qui va. On peut noter quand même que c'est un joueur qui est comme ça, très cambré, une grosse antéversion du bassin, un cycle de course vraiment postérieur. Donc on pense qu'il y a une piste là-dessus. Au niveau multifactoriel, il y a bien sûr la F0 qui est primordiale, mais peut-être que la technique de course et la position du bassin, c'est important aussi. Et on voulait aussi vous faire partager un petit peu ce que notre philosophie dans la réhabilitation des joueurs, ça veut dire une fois que les joueurs sont blessés. Juste vous rappeler par exemple que sprinter, c'est une partie du problème, mais c'est une partie de la solution. Ça veut dire que très concrètement, quand nos joueurs sont blessés, on va reprendre très vite la course. Donc là, on vous montrait des cas précis. Nous, quand le joueur, là, c'est des joueurs qui se blessent aux ischios. Nous, notre politique, c'est vraiment de les remettre très vite sur de la technique de course, très vite sur des accélérations. On est bien d'accord, c'est pas des accélérations max, mais on est déjà dans ce process. Et c'est vraiment notre philosophie dans la réhab. Ça veut dire que la course est vraiment au cœur de la solution. Ça a été au cœur du problème parce que c'est en courant qu'il s'est blessé. Mais c'est aussi au cœur de la solution parce que très rapidement on va le faire courir. Il va y avoir du renforcement musculaire autour, mais la plus grande partie du travail de réhab sur ce type de blessure, ça va être avec de la course. Donc ça, c'est des études aussi qui vont dans ce sens-là. Maintenant, on va parler des limites des études. Ouais, donc rapidement, c'est assez simple à comprendre qu'une des limites de l'étude, c'était pour moi de réussir à avoir un maximum de joueurs tous les 2 mois qui passent le test. Et 30 mètres, ça semble pas énorme, mais pour des rugbyman qui sont lourds, qui sont au milieu de blocs de 5, 6, 7 matchs parfois, il y a quand même une grosse contrainte, un petit peu de pression par rapport aux coachs qui sont un petit peu réticents à me laisser laisser faire des sprints de 30 mètres aux joueurs, sachant qu'au final, j'ai dû faire passer plus de 200 tests sur cette saison et j'ai pas eu de blessure, quoi. J'ai eu des blessures sur des séances, mais jamais sur le test. Donc
c'était une contrainte, mais au final, le plus gros risque, il est mental, quoi. Il est dans notre tête. Voilà, du coup, JB, t'avais apparemment une lésion méritée. J'aimerais comprendre un petit peu ça. Pour finir là-dessus, ouais, c'est souvent l'argument, la limite, ouais, mais les mecs vont se péter pendant les tests, mais pas plus pendant les tests que pendant autre chose. Et on a eu, sur plusieurs centaines de tests, un gars qui s'est pété, c'était un footballeur amateur, un peu d'embonpoint et tout, il a menti à tout le monde, à son coach, à nous, etc. Il voulait faire le test avec ses potes pour machin, hein. Il a moyennement suivi l'échauffement malgré nos recommandations. Nous, on lui a dit, écoute, moi, on fait pas le test. Il a dit, si, t'inquiète, voilà, vous imaginez tous le footballeur amateur qui a envie de faire le truc avec ses potes, il s'est fait mal aux ischios. Voilà. Après, j'ai envie de dire que l'information nécessite un sprint. Donc après, voilà, on peut discuter des heures et des heures sur ce qu'il faut ou pas. Hein. Il nécessite ça. Ouais, juste pour terminer, nous, la politique qu'on a mis en place au club, c'était toujours de comprendre, pour faire comprendre l'importance des séances de vitesse sur une saison, c'est de se dire, les mecs, avec la fatigue, on va pas les faire devenir des sprinteurs incroyables à la Usain Bolt en une saison. Mais par contre, il faut toujours réfléchir dans cette idée de performance, s'entraîner pour être plus performant sur le terrain, mais aussi de prévention. Sprinter comme prévention de l'apparition de blessures musculaires liées au sprint. Voilà, c'est bon pour nous.